SQL, ça code très bien. Regardez les expériences des autres. Alors souvent, vous avez sur des blogs, des pros, Yahoo, Amazon, etc., des retours d'expérience de post-mortem, Twitter et compagnie, fantastiques. Je ne sais pas si ce sont des retours d'expérience très pertinents, parce que ces gens, ils parlent de dimensions, de problèmes. Vous n'avez pas, c'est pas le tout seul d'avoir, mais bon, ça a l'air fantastique, énorme, les chiffres dingues, des problèmes dingues, mais on les a pas, on les voit pas, ça ne nous concerne même pas. Donc c'est pas ça qui va nous aider à décider, donc ça c'est pas évident. Donc ce qui est les expériences, essayer de mettre à l'échelle les expériences d'autres, c'est pas toujours évident. Mais prenez du recul, quand Yahoo vous parle de cette base de données, vous avez, comment dire, l'information au niveau, c'est pas une information qui vous concerne directement. Gardez un budget idéal, votre administrateur de base de données. Peut-être que vous avez plus des SQL et vous dites, ça y est, j'ai fait le contrôle de mon système de stockage de données. Maintenant, c'est le développeur qui fait tout, c'est super simple, comment fonctionne la base de données, j'ai tout compris, j'ai la maîtrise. Vous aurez toujours les mêmes problèmes, de distribution, d'optimisation, d'infrastructure, vous n'avez pas les bons disques du SSD, vous n'avez pas ces CPI, enfin, je ne sais pas si c'est meilleur. Il y a toujours un personne qui sera là, qui va faire des choses un peu magiques, juste la configuration des caches, du load balancing, etc. Donc gardez ces budgets-là, ça ne va pas disparaître. Il y a toujours plein d'amis qui vont vous aider à faire tourner ces trucs qui ne sont pas tombés en marche tout seuls. Bien sûr, je prêche pour ma chapelle, mais je suis aussi développeur. Donc demandez conseil à d'autres développeurs qui l'ont utilisé, et n'oubliez pas de demander aussi des conseils aux amis. Et voilà pour moi. Comment faire pour choisir un moteur de SQL? Un moteur de SQL. Normalement, Cassandra, ils ont des, comment dire, ils ont des specs assez différents et répondent à des problèmes assez différents. Vraiment chaque moteur. Vous avez des cousins, il y en a qu'on peut effectivement mettre ensemble parce qu'ils répondent quasiment à la même chose. C'est sûr qu'un Mongo dans la liste, c'est pas la même chose. Il y en a qui sont assez dans les valeurs, il y en a qui sont partie plus documents. Je n'ai pas de taxonomie super précise, mais vraiment ça peut se ranger dans des cases assez différentes. Et typiquement, si vous avez bien formulé votre problème, vous allez rapidement arriver à un ou deux niveaux SQL qui correspondent. C'est sûr, il y a des grosses différences exactement sur le théorème 4 et entre les. Sur le théorème 4, sur les trucs, donc il a parlé de la durabilité de la consistance de données, et là, il y a classe des problèmes, B, positionnement sur le triangle, est-ce que, en effet, quand je CouchDB par exemple, qui est une base de données document, répliqué, machin, il est aussi durable, c'est-à-dire qu'il ne dit pas OK, et ça va, et j'ai fait la chose sans devoir péter le signe, c'est-à-dire qu'on va réellement registrer le données sur les bits. Et MongoDB, je peux les configurer dans différentes choses, et soit il va te dire, écoute, j'ai répliqué avec au moins 2 ou 3 mecs, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 mecs qui ont dit, j'ai les données chez moi. Ce que je ne vais pas dire qu'il y a quelque part quelqu'un qui a écrit vraiment sur le disque, mais il te dit, c'est quoi les champs? Il y a 3 serveurs qui ont dit OK. Voilà. C'est quoi les champs que ces 3 serveurs-là, sur ces transactions atomiques-là, vont amener combien de temps par rapport à une base de données réactionnelle normale? Alors c'est vrai que forcément ils sont en train d'évoluer et il y en a des assez configurables. Alors malheureusement c'est plus la philosophie, je réponds à un problème précis. En Cassandra, justement, tu peux régler plein de paramètres précis. En fait, tu peux choisir si tu veux une contrainte ou pas. Et ça dépend des performances. C'est utilisé quasiment, tu les choisis, tu mets on ou off. Alors forcément c'est super embêté. À la rigueur, ce que je fais, c'est que je partirai de l'origine du projet en demandant à quoi il pouvait répondre quand ils ont créé le projet. Je pense que ça sera la meilleure machine, à mon avis. Même si, dans les questions que les commis, on a donc la bombe qui les valeurs. J'essaie toujours, je n'ai pas besoin de demander à mes données où elles sont, je n'ai pas besoin de traverser mes données, c'est juste une chose qui dit, des gens, client ID, et je vais aller voir les clients. Donc, il y a toute la bande à Cleveler, il y a les colonnes, donc ça va. Et ces problèmes-là, mais c'est un tout petit peu plus compliqué, je vais quand même besoin de pouvoir demander quelques questions sur la valeur, c'est-à-dire je vais pouvoir regrouper par valeur. Et j'ai fait quelques travail de nous. Et on a les documents à la Mongo, à la Couch qui
vraiment beaucoup plus à avoir la question des design du code qui va l'utiliser. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de voir une distance minimale entre mon code qui fait la chose et la base de données. C'est une moteurs d'adaptation. Et après, on a les graphes. Si tu as un problème graphe, probablement, tu as tout envie et à fond, parce que tous ces trucs-là, ils vont t'avoir des performances de merde. Du moment où tu vas essayer de faire, ou du moment où tu vas essayer même d'écrire la requête, tu vas faire la requête graphe, c'est-à-dire tu vas faire un deep graph server, tu vas essayer de le faire avec n'importe quoi qui n'a pas été construit pour, ça va prendre des années pour le faire. Donc, et là, tu vas utiliser, donc, c'est toujours, ça commence, je pense, avec qu'est-ce que le système doit faire. Et après ça, il y a une chose qui était assez importante, et on n'a pas beaucoup parlé, parce qu'il y avait déjà pas mal de trolls, mais j'ai un peu plus parlé. Il y a un des problèmes principaux de base de données relationnelles, c'est le niveau d'adhésion au niveau des codes qui fait quelque chose. Et ce système de type SQL, soit il te faut un type de magie, genre j'ai Ruby on Rails, et il va me cacher le fait qu'il y a une base de données du tout. Donc je ne vais pas savoir précisément de quel SQL il va écrire, machin, parce que n'est plus au moment, mais souvent ça ne marche pas très bien, donc il dit ça, mais Ruby on Rails, c'est écrit un code SQL de merde, maintenant il faut le réécrire. On va avoir énormément de code, énormément d'adhésion à la base de données dans notre code, et comme je déjà dit, c'est très différent des bases standards, de parler avec une interface, et de voir un code particulier qui vise un produit spécifique. Et une des maladies SQL, c'est que ça s'efforce quasiment toujours à infecter son code qui est censé faire quelque chose de très abstrait, avec des particularités pour optimiser un tout petit peu les pertes, parce que sinon ça ne tourne pas tout. Et que les bases de données de ce document, une des choses que ça te permet de faire, quand il n'y a pas de schéma machin, même si tu utilises un type d'ODM, une chose dans ton code qui mappe vers la base de données, normalement tu ajoutes une propriété, tu dis sauvegarde dans ça, il n'y a rien à faire. C'est pas de nouveau code à écrire, et ça fait aucun test que tu as écrit avant. Pourquoi vous gérez vous-même vous ne mettez pas comme société de services intermédiaires, des utilisateurs, utilisant vous-même des... On y pense. Alors, c'est historique. À mon avis, vous devez rajouter pas dans votre capacité à gérer des machines qui sont plus rapport au grand, et votre capacité, je comprends bien, c'est que vous allez aider les utilisateurs à utiliser ces technos. Donc, c'est graphique, plutôt gérer des serveurs et mettre ailleurs le plus offrant. C'est historique, quand on a fait un peu un certain nombre d'outils, c'est difficile de reposer sur le CD de chez Colmar. Donc la activité s'est créée. Il se trouve aussi que, je dirais, le data center, c'est vraiment marginal, comme vous dites, si on va une fois par mois au lycée, mais pas comme ça. Alors, c'est pour ça que j'en parle un peu dans le détail, on est encore capable de justifier pour, justement, voilà, les gens commencent à avoir des besoins tout particuliers. Quand on parle de plusieurs machines, l'interconnexion entre les machines peut être assez crédible. C'est plus vrai sur un mode. Il y a un mode qui est choisi à la limite sur les autres cas. Mais commercialisé, vous n'aurez pas de garantie. Ah non, ça peut bien marcher, mais je vous garantis que c'est pas mais sur les garanties les plus hautes, là on a des problématiques dans lesquelles on arrive à saturer des liens réseau assez rapides et je vais donner juste un autre exemple quand même. Je cherche depuis, si quelqu'un a une solution pour moi d'ailleurs, et je cherche un STD, machin comme ça pour des amis. C'est une application écrite un peu à Ruby, un peu à PHP, et l'assistante, et des images, fait plein de choses. Et il y a un bout de traitement d'image qui prend sur un GPU, sur une carte graphique, qui prend 20 000 secondes, et ça prend 2 ou 3 minutes sur un CPU assez puissant. Et c'est pas magique. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui peut me proposer une carte graphique avec 20 000 comptes. Juste 20 000 comptes sur les GPU. Je sais plus sur l'occasion parce qu'on a un projet de GPU. Voilà, peut-être qu'on passe en dessous, donc général, c'est comment dire. L'exécution d'algorithmes généraux sur des GPU qui sont des sortes de processeurs spécialisés, dont on manque surtout sur ce qui est hack, rainbow table, etc. Quand on va monter ce genre d'infrastructure, effectivement, voilà, tout ce qui a des besoins particuliers. Alors aujourd'hui, dans un ou deux ans, il y aura ça, dans un ou deux ans qui vont continuer. Voilà, pour le moment, le data center, de toute façon, il a amorti. On revend le coût des serveurs, qui n'est pas beaucoup plus utilisé qu'Amazon.
ça nous demande pas trop d'énergie, parce que quand c'est bien géré, typiquement la cloud, tout est redondé, etc. Enfin, la partie électrique mécanique, on s'en soucie quasiment pas. On rate les serveurs, on les a vus, mais ça marche. Si tout le monde pas, on en met un autre, et on arrive au bout. Donc pas de problème. D'accord, la demande. Il y a des gens qui ont, bon, pas encore super rassurés pour le code pour une question légale, notamment, on va en train de se poser des questions. Puis, on essaie aussi de pas démonter. Nous, il faut intervenir sur tout, et on le fait. S'il y a des gens qui ont des problèmes d'infrastructure d'analytique sur n'importe quelle machine, n'importe quel data center, on le fait. Voilà. On fait les USA, en Europe, etc. Mais il y a aussi beaucoup de réponses qu'on a été capable d'apporter de façon, sans parler de contexte, de façon négative sur notre infrastructure. Donc, en train d'évoluer, effectivement, je vois. Amazon va prendre des services de plus en plus sophistiqués et à la demande, mais on le voit, hein, sur des virtuels sur VH, etc. Bouger des serveurs, ça n'aura plus aucun sens. Nous, c'est pas notre métier. Aller au data center, c'est rigolo au début, notamment. Je suis vraiment mis le vaguement, ça, mais bon. Là, c'est des salles blanches, je m'a dit, je mets les serveurs, je me dis, je manage entièrement à distance. Tu dois le rééditer, le changer ma vie. On appuie sur les boutons, le reprogramme, et puis ça marche. C'est pas vraiment de problème. Mais clairement, notre business, c'est pas là. Mais bon, stratégiquement, ça c'est toujours, on a le mode data center. Bientôt, ce sera quelque chose qui va Et on passe à... Je suis pas d'accord avec le développeur, c'est important. Je vais dire en fait mal du cloud alors.